Monsieur Peintre, bonjour. Commençons par la loi de transformation de la fonction publique. L'esprit de la loi, favorisant la mobilité et le recours aux contractuels, va-t-elle dans le sens de l'avenir de la fonction publique? Quelle est la position du syndicat à ce sujet? Bonjour Blandine. Le syndicat est tout d'abord attaché au statut et au principe du concours. Après, la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a souhaité élargir le recours aux contractuels. Nous ne sommes pas défavorables sur le principe à un recours aux contractuels, dans la mesure où ça permet d'élargir effectivement le champ des compétences dans un certain nombre de domaines et faciliter des recrutements spécifiques. Là, nous regrettons simplement que l'élargissement du recours aux contractuels se soit fait pour les catégories C. En ce qui concerne les emplois fonctionnels, l'abaissement du recrutement des emplois fonctionnels à 40 000 habitants a été pour nous un élément positif dans la mesure où à l'origine l'abaissement devait se faire à 2 000 habitants, ce qui aurait été excessif et absolument pas conforme ni équitable avec ce qui se fait pour l'État, puisque pour l'État ce sont que les emplois de direction. Donc là, à partir de 40 000 habitants, ce seuil nous paraît raisonnable. Après, on peut envisager effectivement qu'il s'agit d'un coin qui est mis dans le statut, mais moi je ne crois pas à un raz-de-marée des contractuels dans la fonction publique. Voilà. Maintenant, c'est l'avenir qui nous dira si effectivement il y a un changement fort à partir de cette loi. Autre sujet, le statut du directeur général. Le syndicat s'est beaucoup battu pour faire reconnaître et évoluer le statut des DGS. Quelles sont les principales caractéristiques d'une bonne collaboration entre un élu et son DG ? Oui, alors bien sûr, le syndicat, c'est une revendication très ancienne de notre organisation de voir clarifier les fonctions de direction générale au sein des collectivités territoriales. Nous n'avons pas réussi à faire passer dans la loi un texte à cette fin, mais je pense que les débats autour de cette question ont été très importants dans les deux assemblées, et je pense qu'il y a eu une prise de conscience de la part des associations d'élus et principalement de l'Association des maires de France sur cette question, et j'ai bon espoir, dès lors que nous sommes maintenant tombés d'accord sur une définition générique de ces fonctions, que nous puissions obtenir un décret qui reprenne cette définition. Ça, c'est le premier point sur la loi. Après, quelles sont les caractéristiques d'une bonne collaboration entre un élu et un DGS? Je dirais que la compétence étant présupposée de la part du DGS, les deux conditions fondamentales, c'est la confiance réciproque et la loyauté. Voilà. Les élections locales de 2020 approchent, avec sa potentielle valse de DGS et avec le renouvellement d'équipes d'élus. Comment est-ce que les DGS se préparent-ils avant et l'après-élection ? Alors, les DGS sont au travail. Avant comme après les élections, ils ont des préoccupations quotidiennes de gestion de leur collectivité à côté des équipes municipales en place. Et bien évidemment, beaucoup d'entre eux pensent bien sûr à ce qui va se passer à l'issue des élections, dans la mesure où à chaque élection, il est évident qu'il y a un renouvellement à la fois naturel, parce qu'il y a des collègues qui partent à la retraite, il y a des collègues qui changent de collectivité, et puis il y a, il faut bien le dire, les inconvénients des fins de détachement lorsqu'il y a des changements de municipalité. Ça fait partie de ce qu'on appelle le mercato qui s'installe et qui dure à peu près 1 an et demi, 2 ans après les élections, et qui aboutit en gros à quelque chose comme 2/3 de remplacement des équipes de direction générale dans les plus grandes collectivités. Bien évidemment, tout ça dépendra du contexte et du résultat des élections. Alors comment ils se préparent ? Je pense que beaucoup d'entre eux ont des projets de carrière évidemment diversifiés. Certains passent par les cabinets de recrutement, ils sont dans les portefeuilles
de cabinets de recrutement, d'autres utilisent d'autres réseaux. Nous, notre syndicat, nous sommes organisés pour favoriser la médiation en cas de problème. Nous avons obtenu d'ailleurs que la loi de transformation de la fonction publique légalise les protocoles d'accord entre une collectivité, enfin entre un maire notamment et son DG dans l'hypothèse d'une fin de détachement. Donc pour nous c'est un progrès puisque ces protocoles qui existaient déjà n'avaient pas de base légale. Et puis nous sommes organisés au niveau départemental, au niveau régional, avec des correspondants de médiation, avec des avocats, avec notre service contentieux pour assurer effectivement la défense de l'intérêt de nos membres. Donc ça, dans les cas les plus durs. Et puis après, nous organisons aussi au niveau local avec les centres de gestion ou avec les associations de maires. Nous avons des conventions de partenariat pour favoriser le replacement de collègues qui connaîtraient des difficultés. Alors, les services publics et citoyens, c'est le thème de cette édition de Territorialis. Comment appréhendez-vous l'avenir du service public ? Je pense et j'espère que le service public territorial a de longues années devant lui. Voilà. Je crois que nous sommes dans un pays où le service public est une réalité pratique, une réalité historique, une réalité sociologique, je dirais presque une réalité culturelle. Et donc le service public, je ne vois pas comment on pourrait aujourd'hui se passer dans notre société française du service public territorial, puisque essentiellement tous les services à la personne, que ce soit les enfants, les jeunes, les adolescents, les personnes âgées, toutes ces catégories de population se voient rendre des services quotidiens pour leur bien-être, pour leur santé, pour leur vie courante, par les collectivités locales. Bon. Donc le service public a de beaux jours devant lui. Maintenant, il y a des inquiétudes évidemment qui sont liées à la question du financement du service public. Voilà, puisque les collectivités ont des dépenses importantes pour rendre ces services et il faut qu'elles aient des recettes dynamiques pour assurer des recettes dynamiques et autonomes. Voilà. Or aujourd'hui, évidemment, le système, les difficultés du système financier budgétaire de notre pays font que on restreint les marges de manœuvre des collectivités locales en leur supprimant la capacité de lever l'impôt. Alors, dernière question. L'organisation institutionnelle territoriale répond-elle aux besoins citoyens en termes de services publics ? Oui, notre organisation territoriale aujourd'hui, elle est issue de l'histoire de notre pays, de l'histoire de la décentralisation. Elle peut apparaître un peu complexe. Et je pense que nous avons le devoir d'arriver à la simplifier en ayant une bonne lisibilité des compétences. Les lois récentes, et notamment la loi NOTRe, n'ont pas réussi à faire le pari qui était celui de la simplification du paysage territorial. Voilà. Bon. Donc aujourd'hui, on a encore une sorte des zones d'ombre dans les compétences des collectivités territoriales. Les Français sont très attachés à leur commune, c'est certain. La commune est un élément de base de la vie de nos concitoyens. Maintenant, la commune, entre une très grande commune et une petite commune, on sait très bien que les différences sont gigantesques. Voilà. Donc l'intercommunalité est une nécessité, dans la mesure où les fusions de communes ont échoué. Il reste les communes nouvelles qui ont connu un succès réel, mais insuffisant pour pallier les problématiques liées à l'émiettement communal. L'intercommunalité reste un élément fort de l'organisation territoriale pour rendre des services au public efficaces. Et voilà. Après, il est certain qu'il y a la question des départements. Les régions ont connu
ont maintenant des compétences assez bien définies, même si elles, pour la plupart de nos concitoyens, en dehors des lycées, les régions apparaissent très, très lointaines, hein, mais elles ont un rôle fondamental dans les schémas, dans les grands schémas de transport, de déchets, etc., qui sont essentiels pour les territoires. Quant au département, il faut bien reconnaître que les Français sont attachés à leur département et que donc le département a un rôle à jouer, encore un rôle à jouer, d'abord dans le domaine du social, c'est certain, et puis dans le domaine de l'aide aux communes, hein, parce que tant que l'intercommunalité ne sera pas véritablement bien... alors l'intercommunalité est bien organisée maintenant, mais il manque encore un certain nombre d'éléments à l'intercommunalité pour que l'intercommunalité supplée complètement les départements dans l'assistance aux communes. Je crois que les départements ont encore aussi un rôle à jouer dans l'assistance aux communes, et notamment aux petites communes, aux communes rurales.